Bon, bonsoir. Merci de bien vouloir finir de vous installer et de penser à couper vos téléphones, s'il vous plaît. On le dit toujours et ça sonne toujours. Donc, bon. Alors, bon, après ces paroles de bienvenue, j'ai plus rien à dire. Non, donc je présente rapidement René Lévy qui est ici sur la tribune. René est philosophe et talmudiste. Il dirige depuis de nombreuses années l'Institut d'études lévinassiennes de Paris, le Collège talmudique français, à Paris aussi, et la collection Les 10 paroles aux éditions Verdier. René développe une pensée exigeante et singulière qui mêle une très grande rigueur et une non moins grande originalité. Pensée qui constitue, à mes yeux, une des tentatives importantes pour dépasser confusion et consensus factice, car la densité de sa parole dessine patiemment une nouvelle manière de comprendre, c'est-à-dire de ne pas se complaire dans la confusion, tout en refusant radicalement toute simplification de la complexité de ce dont il traite. Alors, pour en avoir une idée, vous pouvez vous rapporter à 3 livres, dont je mentionne rapidement les titres avant de lui laisser la parole. La divine insouciance, étude sur les doctrines de la providence chez Maïmonide, aux éditions Verdier. Disgrâce du cygne, sur Paul de Tarse, à l'âge d'homme, aux éditions l'âge d'homme. Et puis, pièces détachées, également aux éditions l'âge d'homme. René. Allô. Merci, Gilles. Le titre de mon intervention est tiré des Pensées de Pascal dans l'édition Cellier. Pensée numéro 571. Voici la citation presque complète. Unité, multitude. En considérant l'Église comme unité, le pape en est le chef comme tout. En la considérant comme multitude, le pape n'en est qu'une partie. La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Le contexte, celui de l'unité de l'Église, n'intéresse pas mon propos. Ce qui a retenu mon attention, c'est la pensée de portée générale qui suit. La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. Les termes sont posés. Unité, multitude, confusion. Mon propos portera sur la multitude. Entendez, la multitude humaine. Ses rapports avec l'unité et la confusion. Que signifie confusion? Alors Gilles Gilanus nous a livré quelques éléments de réponse. J'ai voulu revenir au dictionnaire. En ancien français, confusion signifie uniquement à verse d'eau, déluge. Bon, ça tombe bien aujourd'hui. On pense au déluge de la Bible, en hébreu, Maboul, qui veut dire confusion. Entendez, déluge ou la confusion du ciel et de la terre. Maboul, d'où vient Maboul en français, via l'arabe, la confusion mentale. Confusion dans le sens de trouble, d'agitation intérieure, apparaît en moyen français et signifie encore trouble, désordre qui règne quelque part. Puis,
comme par une association d'idées nécessaires, ruine, désordre, perte. Dans le passage cité de Pascal, confusion signifie deux choses. Primo, que la multitude, sans sa réduction à l'unité, n'est qu'un ensemble désordonné. Secondo, que la multitude humaine toujours, sans sa réduction à l'unité, n'amène que ruine et ravage. Cependant, le mot de confusion, comme nous allons voir, n'est pas toujours péjoratif. Alors j'ai laissé le plan de la théologie du droit canon. J'éviterai pareillement la question hautement métaphysique de l'un et du multiple, pourtant si prégnante en Occident, si problématique. J'aborderai d'autres rivages plus inattendus. Je voudrais montrer d'abord que ce que la confusion a trait à la multitude humaine n'induit pas nécessairement le sens qu'on a dit, en citant Pascal, de trouble et de désordre. Qu'il y a des situations de confusion positive. Du moins, montrerai-je qu'on a pu, partant de situations exceptionnelles, parler positivement de la confusion, spécialement de la confusion des multitudes humaines et, par suite, de la multitude confuse. Je distingue, retenez déjà, entre la confusion des multitudes et ce que je traiterai dans la deuxième partie, de la multitude confuse. Je montrerai que des doctrines politiques et métaphysiques sont même nées presque spontanément du spectacle de la confusion des multitudes, pour le dire en un mot, de l'immigration. Pour exemple de situation exceptionnelle, je prendrai l'Amérique du Nord. Je prendrai l'exemple de sa naissance, Birth of a Nation, le fameux film de Griffith, mais aussi celui de sa croissance. Naissance de l'Amérique, croissance de l'Amérique. L'exemple de la naissance et de la croissance de l'Amérique du Nord m'ont grandement instruit sur la question de la confusion des multitudes. J'ai pu, par la suite, prolonger ma réflexion, l'étirer en quelque sorte, pour me concentrer sur cette autre question plus cuisante, plus grave, de la multitude confuse. Pour amorce, mentionnons que le mot « confusion » emporte, dès le XVIIe siècle, l'idée du mélange. On lit dans le dictionnaire de l'Académie, première édition, 1694, la définition suivante, confusion, mélange confus, embrouillement. L'Amérique est née du mélange. Des nations modernes, elle est la première née de l'immigration. Je ne parlerai évidemment pas ici de la fondation de l'État d'Israël, qui est une question trop, disons, trop difficile. L'Amérique, dis-je, est née, nation, de l'immigration massive. Et l'Amérique s'est accrue de l'immigration massive. Dans son histoire, l'immigration massive n'a pas été un accident, comme ce fut le cas en Europe, mais sa substance même. Je ne nie pas qu'il y ait eu à l'origine des nations européennes des mélanges, comme le gallo-romain. Aucune, cependant,
n'est née de l'immigration massive, ni n'a cru par l'immigration massive. Elles n'ont été qu'affectées par l'immixtion d'éléments étrangers. Le continent américain, plus précisément la côte est de l'Amérique du Nord, a été le lieu où convergèrent, pour échapper aux persécutions et à la misère, les émigrés d'Europe. Point de confluence des affluents migratoires, c'était un point vierge, un point géographique, un topos, qui devint vite à son tour un grand flot, une multitude humaine par la force de ces affluents. Il y avait bien des Indiens, des centaines de peuplades indiennes, mais personne ne les envisageait comme une multitude à cause de leur disparité, de leur désunion. C'était de petits rues, épars et sauvages, que le grand flot migratoire venu d'Europe devait submerger. Pour se fondre ensemble, pour se confondre, il fallait que ces immigrés aient au préalable fondu leur nationalité, qu'ils aient, pour ainsi dire, liquéfié leurs différences. De ce nouveau sens du mot confusion, fusion ensemble, renversant, puisqu'il revêtait soudain une connotation positive, les conséquences ont été lourdes et je ne crois pas savoir qu'on en ait mesuré toute la gravité. Les latins, sous le terme confusion, ont connu cette acception laudative, notamment Cicéron dans son traité des fins, De Finibus, qui parle de l'union et de la confusion des vertus entre elles. Dans la langue française, cet usage du mot confusion est rare. Cet usage à valeur laudative est rare. Je ne ferai qu'une seule citation, remarquable à bien des titres, et vous comprendrez pourquoi. Une citation de Paul Valéry, écrivant à Gide en 1891. Alors, demeurons tous dans la nuit verte où je vous convie, la main dans la main, sans songer que nous sommes des autres, mais certains de notre unité, de notre parfaite confusion en une seule personne. Phrase magnifique de Valéry. Quel spectaculaire renversement sémantique! Au lieu que chez Pascal, confusion laissait entendre la désunion du multiple et son adversité, le mot marque ici, au contraire, c'était flagrant dans cette phrase de Valéry, marque ici, au contraire, la réduction à l'unité. Parfaite confusion en une seule personne. Pour fixer ce renversement sémantique, il y eut un mot en anglais, melting pot. Littéralement, le creuset. C'est ce mot qui finit par s'imposer pour décrire la réalité américaine à la fois naissante et croissante. C'est ce mot de melting pot qui finit par décrire à la fois la fusion des premiers immigrés européens en une seule nation et l'assimilation des immigrations postérieures.
Je citerai 4 auteurs américains pour l'illustrer. Le premier, le plus étonnant, est un franco-américain qui décrit parfaitement le phénomène de ce que j'appelle la confusion des multitudes. Il a pour nom Hector Saint-John de Crèvecoeur. C'est un Français installé en Amérique dans les années 1760, qui fut donc un contemporain de l'indépendance. Il publia en 1782 un recueil de lettres intitulé « Letters from an American Farmer », dont il donna lui-même deux versions françaises successives en 2 puis 3 volumes, connues sous le titre « Lettres d'un cultivateur américain », écrites à William Seton, écuyer. Ces lettres ont connu un très grand succès. On y lit, dans la 3e lettre, intitulée « What is an American ?» Qu'est-ce qu'un Américain? On y lit la chose suivante. Qu'est-ce donc que cet Américain, ce nouvel homme parmi les nations de la terre? Nouvel homme. Il est européen né ou le descendant d'un Européen. De là, ce mélange étonnant de sang et de nations, que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur la surface de ce globe. L'Américain est l'homme qui, après avoir été adopté par notre mère patrie, en anglais « Our Great Alma Mater », abandonne la plupart de ses anciens préjugés, qui, devenu sensible à son bonheur, remplit son cœur de reconnaissance envers Dieu, envers sa patrie adoptive, qui devient actif et laborieux. Tel est le véritable Américain. Tel doit être l'homme qui mérite le titre de citoyen et le bonheur qui est attaché. Ici, les individus de toutes les nations sont fondus dans une nouvelle race dont les travaux et la postérité produiront un jour des changements merveilleux dans le monde. 1780. Les Américains sont les pèlerins qui portent vers l'Ouest cette grande masse d'art, d'énergie, de force et d'industrie qui naquit avec l'homme dans les plaines de l'Orient. Par eux finira le grand cercle. Avant leur réunion sur ces parages, écoutez bien, les Américains étaient épars et perdus dans la foule des habitants de l'Europe. Aujourd'hui, réunis sur cette terre adoptive, ils ont produit à leur tour un des plus beaux systèmes de population qui ait jamais paru. Le texte est admirable et il est surtout tellement prémonitoire, presque un oracle. Texte où s'énonce sans embâge l'idée de fusion des nationalités qui doit engendrer une population nouvelle, un des plus beaux systèmes de population. Mieux encore, l'Américain, nous dit ce texte, était à l'état de semence éparpillée dans toute l'Europe. Et cette semence qui, transplantée sur le nouveau continent, produisit un homme nouveau. Avant leur réunion sur ces parages, les Américains étaient épars et perdus dans la foule des habitants de l'Europe. Deuxième auteur. Après la naissance d'une nation, sa croissance. Le physicien Titus Manson Cohan, fils du missionnaire Titus Cohan, lequel a évangélisé les îles Hawaï, dans un article intitulé « A New Country », publié en avril 1875 dans The Galaxy, écrit « Le processus de fusion se poursuit comme dans un haut fourneau.
Une génération, voire une année, change l'anglais, l'allemand, l'émigrant irlandais en un américain. L'uniformité des institutions, des idées de la langue, l'influence de la majorité amène bientôt à une complexion similaire. L'individualité de l'immigrant, voire même ses traits de race et de religion, sont fondus dans l'alambic démocratique comme des éclats de cuivre dans le creuset, into the melting pot. Pour la croissance, comme pour la naissance, il est donc question d'un processus de fusion. Cette fois, l'Amérique est constituée. C'est une langue, des institutions, une culture. En un mot, un creuset, melting pot. Les migrants passant par ce creuset font et se débarrassent de ces scories, ce que Cohen appelle les traits de race et de religion. Troisième auteur. En 1893, l'historien américain Frederick Jackson Turner, célèbre historien américain, présente lors d'un meeting de l'American Historical Association un essai, qu'on a pu dire séminal, sur la frontière et son importance dans l'histoire américaine. Il y parle, je cite, de la nationalité composite du peuple américain. La frontière agissant comme un creuset, crucible, dans lequel, je cite, les immigrants sont américanisés, libérés et fondus en une race mêlée, et écoutez sa conclusion, l'anglais, sans la nationalité ni les caractères propres. L'anglais sans qualité, voilà l'américain. Un américain dont les frontières resserrent, bornent et bordent l'espace, permettant ainsi sa fusion. Car il n'y a de fusion qu'entre des bords, d'où l'image du creuset. Un monde sans frontières ni bords, dont Achille Mbembe s'est fait le chantre ici, serait, selon Turner, un monde sans possibilité de fusion, un monde de diffusion permanente et de dissolution. Quatrième auteur, Israel Zangwill, célèbre écrivain juif anglais, publie en 1908 une pièce à grand succès intitulée The Melting Pot, qui consacrera définitivement l'expression. Dans cette pièce, on lit dans la bouche de l'immigrant cette réplique: « Comprends que l'Amérique est le creuset de Dieu, la grande marmite à fusion, the great melting pot, dans lequel toutes les races d'Europe se fondent et régénèrent, melting and reforming. » Fusion encore, confusion, mais plus encore, réformation, régénération, métamorphose de l'immigrant. Alors, toutes ces doctrines du melting pot, ces doctrines, toutes ces pourtant fondatrices, ont essuyé ces dernières décennies d'acerbes critiques. Pourquoi? Pour une raison simple. Parce qu'on a reproché à la fusion de faire disparaître les différences, les traits de race et de religion. À l'image du creuset, au processus de confusion des nationalités, on a donc préféré l'image, et ce n'est pas une plaisanterie, du bol à salade, du salad bowl. On appelle cela salad bowl theory, dans lequel, bol à salade, ou saladier, dans lequel les différences, au lieu de se fondre, comme dans le creuset, composent
une salade d'ingrédients divers. Au mélange homogène, générateur d'identité, on a préféré le mélange hétérogène, conservateur des différences. À la synthèse, le syncrétisme. On appelle cela en Europe le multiculturalisme. Alors, ce rapide aperçu de la question du melting pot a révélé l'importance dans le processus de fusion des nationalités, ou voire même dans la théorie du salad bowl, l'importance du mélange. Reste que le mélange n'est pas un concept, pas même une notion dans la philosophie politique classique. L'individu l'intéresse, ou la multitude, pas le mélange. Le mélange n'est apparu comme concept de la philosophie politique qu'après les grandes vagues d'immigration. Nicolas Isidore Boussoulas, dans un article intitulé « La structure du mélange dans la pensée antique », publié en 1960 dans le bulletin de l'association Guillaume Budet, écrit la chose suivante: « Le mélange constitue chez les grands penseurs de l'Antiquité grecque un thème, une image de pensée fondamentale qui coïncide avec leur intuition même concernant le tout. » Autrement dit, impossible dans l'Antiquité de penser la politique sans avoir pensé au préalable le mélange. Le mélange, les Grecs, les anciens le savaient. Les anciens, savaient que tout n'est que mélange et qu'il est intermédiaire entre, c'est ce que nous allons voir, entre le cosmos, l'univers ordonné, et le chaos. Il savait qu'en lui, le mélange, tout, j'insiste évidemment sur le mot tout se joue. Toute chose est le tout des choses. Il faut donc revenir brièvement aux cosmogonies antiques. Toutes les cosmogonies antiques, des présocratiques aux stoïciens et épicuriens, ont décrit un cosmos, cosmogonie, naissance du cosmos, naissance de l'ordre de l'univers, ont décrit un cosmos émergent, à l'exception d'un seul, Aristote. Pour Aristote, le cosmos, l'ordre universel, est ce qu'il est de toute éternité. À cette représentation statique de l'univers, à cet univers en repos, toutes les cosmogonies ont opposé une représentation génétique et dynamique, sans toutefois, bien sûr, aller jusqu'à se risquer à l'idée d'une création du monde. Toutes ont fait émerger le cosmos du chaos. Toutes ont fait suivre l'ordre du désordre, l'ordre de la confusion universelle de toutes choses. Pour toutes ces cosmogonies, l'ordre a donc résulté d'un ordonnancement. Suivent deux hypothèses capitales. Soit l'ordre cosmique est spontané, c'est l'hypothèse atomistique, soit, à l'inverse, il est régulé. Vous m'avez compris, ces deux hypothèses cosmogoniques opèrent comme préfiguration de ce qui s'appelle aujourd'hui le marché
à savoir l'ordre économique du monde. Soit un marché régulé, l'hypothèse keynésienne, soit un marché spontané, hypothèse libérale du laisser-faire, voire un marché dérégulé. C'est l'hypothèse néolibérale. Dans l'hypothèse d'un ordre spontané, il faut n'admettre de principe premier que le mouvement lui-même. Rien n'ordonne le chaos, ni ne produit l'univers. L'univers se produit du chaos. Le réfléchisseux de ce produit atteste un événement primordial, un événement de premier ordre. Les modernes diront l'événement même, l'événement dont tout événement à venir procède, l'émergence hors du chaos. Dans la seconde hypothèse, celle d'un ordre régulé, il faut admettre, puisqu'il y a régulation, il faut admettre un principe ordonnateur. Tout mu, dit Aristote, suppose un moteur, cause ou principe. Tout ordre régulé suppose donc une ratio ordinandi, une raison d'ordre. Or, n'importe qu'on appelle Dieu, le nous universel ou l'âme du monde. Autre chose importe en revanche. Il n'est pas, ce principe ordonnateur, il n'est pas, suivant l'expression des évangiles, du monde. Comme l'âme n'est pas du corps. Ou, comme dit le Midrash, il est le lieu du monde, mais le monde n'en est pas le lieu. Ce que nous appellerons tout à l'heure, évidemment, vous l'avez sans doute deviné, la transcendance. Pour les uns, l'ordre est stable, sitôt qu'il est parvenu au repos, c'est-à-dire à l'harmonie. Le chaos originel est alors résolu définitivement. Pour les autres, spécialement Épicure et Lucrèce, Nietzsche, puis plus près de nous, Deleuze, c'est un ordre instable, toujours problématique, suivant l'expression de Deleuze. C'est le thème de l'éternel retour, de l'instabilité permanente et féconde, confuse, profuse, dont Nietzsche et Deleuze ont cueilli les prémices dans l'œuvre de Lucrèce. Ce que Deleuze appelle chaosmos. Chaosmos, douce chimère à mon sens, sorte de minotaure d'une cosmogonie de la confusion. Positivité du chaos, dont Gilles nous a déjà parlé, et Bruno Pinchard citant Vico et son mélange des semences. C'est l'idée que le chaos est fertile, qu'il est même seul fertile. L'ancien français l'atteste, confusion peut signifier, le moyen français l'atteste, confusion peut signifier flot, profusion. Les progressistes, j'entends les penseurs progressistes, témoignent un rejet marqué de la transcendance. D'une transcendance première, ordonnatrice, plus exactement d'une transcendance qu'on pourrait dire donneuse d'ordre. Sartre veut bien d'une transcendance de l'ego, à condition qu'elle soit concomitante du monde, donatrice et non ordonnatrice, pure grâce et non loi. Deleuze veut bien d'une transcendance du ce qu'il appelle le problème,
transcendance du problème sur ses solutions, à condition qu'il s'incarne en elle. Quant à Badiou, lui, il ne veut rien entendre à la transcendance. C'est l'hydre religieuse dont il veut être l'Hercule flamboyant, Badiou. Pour ma part, je crois qu'il faut tenir coûte que coûte, sauf à vouloir la disparition de l'activité philosophique, ce que les Grecs appelaient le philosophé. Il faut coûte que l'amour de la sagesse implique un arrachement, même douloureux, à la confusion. Un arrachement non seulement à la confusion des idées, Descartes, idéal apollinien, de clarté, mais encore, plus encore peut-être, à la confusion des esprits, à la confusion mentale. Je m'étonne alors. D'où vient ce rejet plus ou moins radical de la transcendance? D'où vient que le progressisme, au lieu de la récuser, est pris d'un spasme et vomi? Cela vient bien sûr d'une détestation toute nietzschéenne de la religion, du religieux. Pourtant, c'est loin d'être la raison principale. Cela vient plus essentiellement d'une détestation du pouvoir, d'un anarchisme viscéral. Son mot d'ordre, son verbum ordinandi, pourrait-on dire, est « tout pouvoir est abusif ». En termes symboliques, tout pouvoir est castrateur. La loi l'incarne, si bien qu'à ce que Deleuze appelle dans Mille Plateaux le processus autoritaire de subjectivation, c'est-à-dire l'édification du sujet par la loi, processus qui, je cite, apparaît le plus clairement dans le destin du peuple juif, le progressiste a préféré souvent ce qu'il faut bien convenir d'appeler à rebours le processus terroriste de subjectivation. Tout pouvoir n'est pas abusif. Et le pouvoir n'est pas non plus l'usage qu'on en peut faire. Certes, la pente du pouvoir, c'est l'abus. Mais ce n'en est que la pente. J'appelle régime tout usage du pouvoir. Et j'appelle immanence le régime de la multitude. J'appelle transcendance non plus le régime de l'un, comme dans la plupart des métaphysiques, mais le sur-régime, un plus de pouvoir correctif du pouvoir et de sa propension à l'abus. Je tiens que le pouvoir, entendez l'abus de pouvoir ou domination, n'est pas le fait de la transcendance, mais bien au contraire celui de l'immanence. Je tiens qu'il est le fait de la multitude. Je tiens, c'est une proposition paradoxale, que le pouvoir est toujours anarchique. Nous avons dit tout à l'heure que l'ordre, dans les cosmogonies antiques, émergeait du chaos et le résolvait. À l'inverse, le pouvoir émerge de la multitude sans la résoudre jamais, sans jamais la réduire à l'unité. Il entretient au contraire la confusion avec toute sa malice dialectique. Il lui faut la confusion pour en émerger.
toute allusion à l'actualité, évidemment, je veux dire l'actualité d'un an, évidemment, est purement fortuite. Il lui faut la confusion pour en émerger, mais il n'est pouvoir qu'autant qu'il en émerge, qu'autant qu'il est émergent. Je ne sais pas si vous avez vu ce très beau film, ce film, La fin du jour, de Julien Duvivier. Pour moi, c'est la parfaite métaphore, presque une parabole, du régime d'immanence. Le film raconte la décrépitude du comédien, sous les visages de Victor Francenne, Louis Jouvet, Michel Simon. Décrépitude du comédien qui n'a plus son public et qui se l'invente pour exister encore un peu plus. Belle illustration du motus perpetuum de l'immanence. Émergence, sens verbal, sans émergence, sens substantif. Telle est l'essence du pouvoir anarchique de la multitude. C'est pourquoi la philosophie progressiste oppose au sujet solitaire de la philosophie classique marqué du sceau de l'un, la multitude. N'importe que les uns l'appellent multiple ou les autres multiplicité. Ce sont toujours les sujets disséminés forts de leur dissémination. C'est le mélange séminal de Vico, la multitude grouillante, ce que Rachid, dans son commentaire de la Genèse, désigne par le terme champenois de grenouillerie. Quoi qu'on dise de son antichristianisme pathétique, il faut pourtant remonter aux racines chrétiennes du progressisme, à ses racines anarchiques justement, aux évangiles, puis à Paul de Tarse. Aux évangiles d'abord. Les Grecs, spécialement Platon, ont dit toute la noirceur de la multitude humaine, du hoi polloi. Par une inversion spectaculaire, étrangère à l'esprit grec, les évangiles ont fait du hoi polloi la foule adoratrice de Jésus. C'est très net, il faut lire les évangiles, les occurrences sont innombrables. L'esprit du temps en a été durablement bouleversé. Désormais, la multitude peut ne plus désigner le gros animal, mais la foule en adoration. Paul de Tarse a poussé plus loin. Il a fait de la multitude humaine un corps. Le hoi polloi des évangiles n'était encore qu'une foule. Par un coup de génie, il en a fait un corps. Il a substitué au cosmos des Grecs, trop semblable à l'un, le corpus Christi, consubstantiel au Christ. À l'imitation du cosmos, il a substitué l'imitation de Jésus-Christ. À l'idéal cosmique, l'idéal messianique. À la politique, la police imitant chez les Grecs le cosmos, le messianisme. À l'ordre, c'est-à-dire à la subordination de la multitude humaine, le corps. Le corps dans lequel la multitude des membres, des organes, des tissus, des cellules s'anime sans subordination d'un même souffle ardent, du souffle christique. Vous me direz, mais alors de tout cela, qu'est-ce qu'il subsiste ? Je veux dire, qu'est-ce qui subsiste dans le progressisme ? Que subsiste-t-il de tout cela après la déchristinisation de la France ?
subsiste, premièrement, le public, vous. La passion du public. Qu'est-ce que le public? C'est cette multitude attentive, quelquefois admirative, quelquefois encore fan. C'est la foule dont on veut susciter l'amour, à l'image de celle écoutant Jésus, foule plus qu'attentive, espérante. Quel comédien, quel artiste ne recherche pas un public? Quel auteur, quel professeur même, confondant sa chair avec le rocher d'où Jésus proférait la sainte parole? Rien qui ne soit sur un mode grotesque ou solennel, comme une imitation de Jésus-Christ. L'autre chose est héritée du paulinisme et intéresse plus directement la pensée progressiste. C'est la croyance à l'émancipation de la multitude, des masses, comme dit le marxisme. La croyance que dans le lit de la multitude reposent les alluvions d'une liberté à venir. Revenons à nos moutons. Je veux dire, revenons à la question de l'immigration, à ce que j'appellerais, presque un peu, avec un peu évidemment de malice, à ce que j'appellerais le choc des multitudes. Ouais. Évidemment, vous allez me soupçonner de pensée malodorante. En vérité, j'emprunte à l'atomisme de Lucrèce l'image du choc, pas à Huntington. J'emprunte l'image du choc et de la déclinaison à l'atomisme de Lucrèce et je l'applique aux multitudes. Dans l'atomisme, le choc des atomes conditionne leur agrégation et la production des êtres, tous composés d'atomes. Les atomes qui tombent comme des gouttes de pluie s'entrechoquent suite à une légère déviation de leur trajectoire rectiligne dans le vide, de leur pesanteur. Je cite ce très très beau texte de Lucrèce. Je veux aussi te montrer que les atomes, quand ils se précipitent en droite ligne dans le vide, dévient un peu par leur propre poids, mais si peu, on ne sait quand, on ne sait où. Si les éléments ne changeaient pas ainsi de route, ils tomberaient épars à travers les abîmes du vide comme les gouttes de pluie. Il n'y aurait jamais eu ni rencontre ni choc, et la nature demeurerait encore stérile. Je le répète donc, c'est toujours Lucrèce qui écrit, il faut que les atomes dévient un peu, mais ils ne dévient que le moins possible, car autrement il semblerait que nous leur prêtions un mouvement oblique, ce que la vérité repousse. Cette légère déviation, ce léger écart, presque insensible, Lucrèce fonde dessus la liberté. C'est sur cette image du clinamen qu'il fonde l'idée de la liberté. Je cite encore. Enfin, si tous les mouvements sont enchaînés et se reproduisent toujours dans un ordre toujours invariable, si les atomes ne leur impriment point par de légers écarts une direction nouvelle qui rompe cet enchaînement fatal et qui empêche la cause de succéder éternellement à la cause, d'où vient ici-bas cette volonté libre,
cette volonté indépendante du sort qui pousse les êtres, le plaisir les appelle, qui leur fait changer de route, non pas à époque fixe ni en lieu déterminé, mais au gré du caprice qui les emporte. Texte sublime. Le choc que permet la déclinaison rompt l'enchaînement fatal. Pas le choc des civilisations, pas le choc d'armées adverses, croisés et sarrasins. Non, le choc qui nous arrache à l'enchaînement fatal, le heurt de la liberté. Lucrèce n'envisage pas de déclinaison, de clinamen, d'une multitude. Pourtant, je tiens qu'il y a, comme il y a déclinaison d'atomes, je tiens qu'il y a déclinaison de multitudes d'atomes. Je tiens qu'elles ont leur propre pesanteur. Ce que Lucrèce a pour l'atome appelé le destin, fatum, l'enchaînement fatal, c'est, selon moi, ce que l'on appelle, pour la multitude humaine, l'identité nationale. On peut appliquer ce mot d'Héraclite, le caractère d'un homme, c'est son destin, l'identité nationale d'une multitude humaine, c'est son destin. Je me suis rappelé la leçon de Saussure, disant du signe qu'il est arbitraire, et l'intervention de Benveniste dans son article sur la nature du signe linguistique, surenchérissant, le signe est nécessaire dès lors qu'il est un signe. On ne peut vouloir qu'il soit autrement. Alors, j'ai pensé qu'il fallait dire de l'identité nationale ce qu'ils ont dit du signe. Elle est nécessaire. Mais quelque chose en ce que l'on appelle une nation demeure libre. Toute nation, comme dit Lucrèce, dévie quelque peu, presque insensiblement. C'est cela, sa liberté. C'est pourquoi l'on peut voir dans le choc opéré par l'immigration sur la multitude nationale une chance libératrice. Une arrachée à son destin, à sa pesanteur de nation, à sa chute libre. Les philosophes contemporains de l'école de Vincennes, les Deleuze, Rancière ou Badiou, ou encore Hardt et Negri, l'ont cru et le croient encore. Pourtant, on ne saurait nier non plus que le choc, au lieu d'être toujours libérateur, peut être destructeur, qu'il peut entraîner, au lieu d'une émancipation, un mouvement chaotique, un phénomène d'entropie, comme dirait Pierquet, une régression violente de la multitude, un retour à l'état de confusion universelle. Alors, j'ai parlé de l'identité nationale comme d'une nécessité, comme d'un destin, non comme d'une essence. Les identitaires ont tort, il n'existe pas d'essence d'une nation, pas d'essence de la France. On ne naît pas français comme un épagnol naît épagnol, un âne un âne. Le devient-on?
Devient-on français par l'éducation? Devient-on français par l'assimilation? Pas plus. On le devient librement par une nécessité de situation. Alors je m'explique. J'emprunte l'expression à Sartre. Il y a bien sûr une langue commune, des mœurs, une histoire, un territoire et des paysages en partage. C'est l'Aude, c'est la Grâce, ses ponts ventrus et son abbaye, sa cité médiévale, ses vignes torses, sa garrigue stridente et ses points d'eau exclamatoires. Oui, il existe, pour pasticher Sartre, dans les réflexions sur la question juive, une situation française, pas une essence. Le français, dirait Sartre, c'est l'homme jeté dans la situation française. On ne naît pas français, on existe français, authentiquement ou non. La situation n'est pas qu'un décor, un paysage, un site, fût-il enchanteur, comme celui de la Grâce. C'est encore une langue, des mœurs, une ou des religions, un passé. À l'inverse, ce n'est pas que les hommes, ce n'est pas que la société civile ou tout autre groupe humain. C'est encore les choses de la nature, sol, collines, flore et faune, et les choses de l'artifice, objets, maisons, moyens de transport et de communication. Ce n'est ni le social seulement, ni le local. La situation, c'est l'entremêlement de l'homme, de l'œuvre humaine et de la nature. C'est, dirais-je, un paysage humain. Hobbes a eu l'immense mérite de distinguer le peuple de la multitude dans son traité du citoyen. On lit entre autres au chapitre 6 ceci. Le nom de multitude, étant un terme collectif, signifie plusieurs choses ramassées, et ainsi une multitude d'hommes est le même que plusieurs hommes. Ce même mot étant du nombre singulier, une multitude, signifie une seule chose, à savoir une seule multitude. Mais ni en l'une ni en l'autre façon, on ne peut concevoir que la multitude n'est de la nature qu'une seule volonté, car chacun de ceux qui la composent a la sienne propre. Le passage est capital parce qu'il dit parfaitement ce que c'est que la confusion humaine. Il énonce clairement ce qu'il y a de densité confuse dans la multitude. C'est qu'elle exprime à la fois une chose et des choses, un singulier dénué d'unité, tout à la fois une et multiple, indistinctement, confusément, elle est le nombre. C'est pourquoi, dit Hobbes, il faut la distinguer du peuple. Le peuple, lui, désigne une unité retrouvée. Le peuple est un absolu. En démocratie, le peuple est ce que Hobbes appelle une personne publique, certes toujours instable, menaçant toujours de régression. En cas de crise, Hobbes dit, le peuple, de crise démocratique, le peuple, dit Hobbes, ne constituerait plus cette personne publique dont je parlais tantôt, mais il deviendrait, écoutez bien, une multitude confuse, à qui l'on ne pourrait attribuer aucun droit ni aucune action. C'est pourquoi
le progressisme qui croit restaurer la puissance populaire en libérant la multitude est, je cite, une erreur contraire au gouvernement politique. Chapitre 12, paragraphe 8, c'est une erreur contraire au gouvernement politique et surtout au monarchique que ce que les hommes ne mettent pas assez de différence entre le peuple et la multitude. Le peuple est un certain corps et une certaine personne à laquelle on peut attribuer une seule volonté et une action propre, mais il ne se peut rien dire de semblable de la multitude. Hobbes, sans doute inspiré par le paulinisme, est catégorique. Seule la multitude faite corps est un peuple. Je ne sais, pour ma part, s'il faut parler de corps, mais je ne doute pas, comme Hobbes, qu'il faille dissiper toute confusion et nettement distinguer dans la langue même entre le peuple et la multitude. Peut-être même est-ce de quoi les démocraties sont malades. Croyant recevoir le pouvoir des mains d'un peuple personnifié, elles le tiennent en vérité d'une multitude disséminée, désunie, tourbillonnante et séditieuse. Au lieu d'un pouvoir singulier transféré de la personne du peuple à ses représentants, c'est un chaos de volontés éparses, toujours adverses, qui n'a de solution que dans le pouvoir, certes consenti, d'un seul ou de quelques-uns sur tous. C'est toujours, sous la férule d'un chef, un bouillon de pouvoir anarchique. L'ébullition menace, l'écume de sa violence affleure, un rien peut en provoquer le débordement et les ravages. Ce que nous appelons le peuple français n'est peut-être qu'un leurre. Entendez-moi bien, dans l'expression de peuple français, c'est moins l'adjectif français que le nom peuple qui est un leurre. La France, pour autant qu'elle est personnifiée par ses Montaigne, Du Bellay, Descartes, Pascal, Molière, Racine, Nerval et tant d'autres, n'est pas un leurre. Mais le peuple français, qu'est-ce? Sommes-nous un peuple? Formons-nous un peuple? Je ne vois pour ma part qu'une multitude défaite, qu'une confusion dangereuse d'intérêts personnels, d'ambitions contrariées et de vanité frustre, qu'un chaos de puissances impuissantes. Crève-cœur avait écrit dans ses Letters « What is an American ?» Il eût mieux fait de demander « Qu'est-ce qu'un peuple américain ?» Ce que l'on appelle peuple, suivi de l'adjectif national, n'est trop souvent, je l'ai dit, qu'une multitude équivoque. À l'inverse, l'immigration massive a ce caractère propre d'être une multitude anonyme. La masse des immigrés qu'on appelle, avec une pudeur bureaucratique, migrants, la masse des immigrés, quelle que soit leur origine, compose une multitude univoque, sans nom, une pure et simple multitude. Certains sont-ils syriens? N'importe. Érythréens? N'importe. Soudanais? N'importe. Le décompte de leur nationalité n'intéresse que le bureau d'immigration et ses statistiques. Ils sont une multitude confuse et, pour reprendre l'image lucrétienne du clinamen, déviante. Je ne parle pas ici des individus immigrés, ni même de groupes d'individus immigrés. Leur détresse ne relève pas stricto sensu de la politique, mais de la charité ou, en termes agnostiques, de l'humanitaire. Il n'y a de politique que de la
multitude. Alors oui, l'immigration massive entraîne une situation critique. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par situation critique? Une épreuve de vérité, une épreuve qui révèle par le choc la réalité chaotique qui se cache sous le masque national, la déréliction d'une multitude anarchique autant avide qu'elle est dénuée de principes, d'une multitude non pas féconde, mais vorace, l'orque de la mer de Vico. Une épreuve qui révèle sous l'épitaphe « Peuple français » un grouillement d'êtres mortifères, des machines désirantes. Le nombre n'y fait rien. Si la France était un peuple, le choc migratoire, au lieu de ramener les Français à leur état de confusion comme il le fait, provoquerait au contraire une agrégation nouvelle, comme dans l'atomisme de Lucrèce. Une agrégation dont nous ne savons pas à l'avance ce qu'elle serait, une imprévisible métamorphose. Une altération? Non. Une liberté nouvelle, une récréation. La France, surprise et se surprenant elle-même. La politique ne peut entretenir plus longtemps l'illusion populaire. Il faut qu'elle y renonce. Il n'y a de pouvoir, plus exactement de puissance, que de la multitude de pouvoirs que grouillant. Toute la vie sociale, toute l'activité l'atteste. Partout, il a fait Einstein par exemple, partout le pouvoir grouille, la violence affleure, les volontés explosent, comme ces feux d'artifice dont les Chinois raffolent. Il n'y a donc de politique que de la multitude. Mais elle n'a de fin, la politique véritable, n'a de fin qu'à faire peuple. Pour sûr, il n'est pas question d'abolir la multitude, vaine chimère. C'est, à cet égard, Deleuze n'a pas tort, un chaos permanent. Mais la politique véritable doit permettre l'émergence hors de la multitude d'hommes singuliers qui, s'ils ne sont pas tout le peuple, en sont l'image, le reflet d'or, l'attente d'un peuple à venir. La politique n'a donc de sens que d'être transcendantale, que d'être un sur-régime. La politique véritable ou métapolitique n'est pas affaire de pouvoir, mais de correction du pouvoir, par un sur-régime, par un plus de pouvoir. Pas la tyrannie, pas la monarchie, qui n'est que le pouvoir triomphant d'un seul sur tous, pas l'aristocratie, pas l'oligarchie, qui n'est que le pouvoir triomphant de quelques-uns sur tous. Démocratie? Peut-être. À condition qu'il émerge de ci, de là, dans les maquis ou les garrigues, dans les villes ou les campagnes, dans les villages ou les banlieues, de la grandeur comme la levée d'une brise. Merci.